Ce titre, La voix de son maître, je le trouve exécrable. Exécrable. Et ceci, pour 40 raisons, encore une fois, dont je ne donnerai que 2 ou 3. La première, vous avez pris une expression toute faite, connue, rodée, éculée, je dirais. Et cette expression, d'abord, inclut le terme maître, qui est particulièrement mal adapté, et dans l'esprit de tout le monde, elle fait allusion à un chien. Bien sûr qu'on aime bien les chiens, mais dans toutes les langues occidentales, le terme chien a quelque chose de mauvais. Le mot maître me paraît tout à fait mal adapté. On verra tout à l'heure l'aspect du chien, et on verra pourquoi, parce que je pense qu'il faut approfondir, et il est très intéressant de la part des gens qui ont choisi ce titre, sans même qu'ils s'en rendent compte parfois. Mais en tout cas, déjà, le mot maître, c'est les clichés les plus éculés du 19e siècle, et des anarchistes en particulier, ni Dieu ni maître. Ça, c'est l'aspect qui n'est pas l'aspect animalier, mais qui est l'aspect purement humain. Et au XXe siècle, les chefs d'entreprise n'en sont pas à ce niveau-là. Et de façon tout à fait insidieuse, dans le mot maître, il y a des relents d'un certain nombre de théories philosophiques de la fin du 19e qu'on ressent immédiatement. Deuxièmement, en ce qui concerne le chien, tout à fait évident qu'on pense au chien, et le chien, quelle est sa caractéristique? C'est d'entendre la voix de son maître et d'obéir en principe à la voix de son maître s'il est bien dressé. On ne peut pas prétendre qu'un titre de quelques mots ou même de quelques lignes soit l'image fidèle d'une œuvre. On peut lui demander d'être authentique, c'est-à-dire que celui qui lit ce titre a une idée de ce qu'est l'œuvre. Et, bien entendu, les chefs d'entreprise, le management, on pourrait faire un titre de 3 pages. C'est pourquoi je le répète, à mon sens, ce film cherche à décrire une catégorie particulière de citoyens qui, dans la pratique, est appelée les patrons. Et il me semble que si on disait les patrons, certains y mettront un ton péjoratif, d'autres une nuance au contraire, un petit peu 19e siècle, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est encore ce qui me paraît à la fois le plus honnête, ce qui est le moins une contrepétrie, un jeu de mots, une pirouette, et j'en tiens pour ma proposition d'appeler le film Les Patrons. J'aime beaucoup le terme patron, et pour la raison suivante, c'est que c'est le terme le plus simple, c'est le terme le plus banal, c'est le terme le plus humble. Jamais vous verrez quelqu'un dans une entreprise autour d'une machine qui vous dira « oui, chef d'entreprise ». Ça n'existe pas, ça passera jamais. Merci, patron. Merci, patron, c'est une image tout à fait ridicule. Et le mot patron en France a un inconvénient, c'est qu'il est chargé de tout encore un arrière-plan d'affectivité qui a été appris aux gens, justement. Enfin, très fréquemment, aux États-Unis et dans de tels autres pays, on voit des gens qui disent oui, boss, oui, boss. Moi, je voudrais ajouter pourquoi, au fond, j'aime pas non plus ce mot patron. Je crois que c'est l'étymologie qui nous gêne. Hein. Patron vient de pater. Hein. C'était le pater familias avec sa puissance tout à fait exagérée dans la famille ancienne. Et finalement, il y avait la famille et puis il y avait la cité. Or, l'entreprise, c'est un corps intermédiaire nouveau qui s'est créé et finalement très éloigné de la famille. D'ailleurs, une famille ne peut plus dominer une entreprise, elle ne peut plus travailler seule dans l'entreprise, sauf quand elle est petite. Dès qu'il y a eu moyenne et grande entreprise, c'est devenu une entité sociale, sociologiquement parlant, complètement différente. Et c'est pour ça que le mot patron, au fond, est mal adapté, si vous voulez, à l'idée que nous faisons du chef d'entreprise. Oui, monsieur Bell, mais avec le même raisonnement, on changerait le mot père également, sous prétexte que les pères d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 25 ans. Est-ce que nous sommes capables, est-ce que tu es capable, plus que moi, de dire à partir de quel moment dans ta carrière tu es devenu un patron? Car notre carrière de manager, comme on dit, c'est une carrière continue. On a été d'abord ingénieur, et puis ingénieur adjoint de ceci, et puis... Et à un certain moment, par exemple, on a été nommé président d'une petite filiale ou directeur général d'une petite filiale. Mais en tout cas, moi, à aucun moment, je n'ai senti que tout d'un coup, j'avais l'onction et que je devenais patron du jour où j'étais nommé à telle responsabilité. On ne connaît pas les mœurs de ces gens particuliers qui ont été peut-être des maîtres de folle, qui ont créé des entreprises et qui se trouvent être des inconnus actuellement. On cherche à les connaître et à nous de les définir sans renier notre passé en définissant ce que nous sommes actuellement. Et c'est pour ça que je pense à l'idée du nouvel animal politique, parce qu'il me semble que le chef d'entreprise, je dis plus le patron, je dis le chef d'entreprise, celui qui avait responsabilité est destiné à expliquer, à convaincre, jusqu'à dire c'est moi le patron.
Alors, est-ce que dans l'idée du nouvel animal politique, il y a quelque chose à creuser, autre que... Ben, le nouvel animal, c'est pas suffisant. Le politique, c'est un adjectif qui prête à confusion. Alors, peut-être en rappelant les alpinistes, les concurrents du possible, les conquérants du possible, avec cette idée de conquête, de sport, de métier un peu en dehors de la norme, mais du possible aussi, c'est-à-dire du quotidien, du faire vivre les gens. Et je voudrais ajouter une idée, parce que quand il y a conquête, il y a plaisir, et je crois qu'il faut dire que finalement, ce qui est le plus agréable, ce qui est le plus net dans le métier de chef d'entreprise, c'est le plaisir qu'il y a à l'exercer. C'est un nouveau style de commandement, c'est un nouveau style d'homme, et je pense que c'est un film qui est plus tourné vers l'avenir que vers la description des entrepreneurs du 19e siècle. Alors, est-ce qu'un adjectif pourrait permettre d'améliorer un peu cette idée de patron qui a quand même un petit caractère péjoratif et auquel beaucoup de patrons ne tiennent pas tellement. On ne peut pas diriger sans aimer décider. Et si je dis d'une manière humoristique, ceux qui ne disent plus c'est moi le patron, c'est pour un peu couper avec le passé, mais pour dire que nous sommes peut-être des nouveaux animaux qui avons le goût du risque, le goût de convaincre. Et je voudrais y rajouter une idée, le goût de risquer, mais sans échappatoire. Nous travaillons sans filet, du moins dans l'industrie privée. Les sportifs, les gagneurs, Ah, les gagneurs. vous êtes un petit peu vulgaire. Les gagneurs, vulgaire, c'est hein. pas mal. Hein? Les gagneurs. C'est peut-être une affection un peu viscérale, mais je me souviens, ça fait déjà pas mal d'années, je n'avais pas encore 30 ans, et j'avais l'honneur de diriger une usine de mécanique à Saint-Ouen, dans le nord de Paris, et je me souviens de ma joie et de ma fierté la première fois qu'un ouvrier de la ligne de montage des fraiseuses s'est tourné vers moi et m'a dit « Dites donc, patron, qu'est-ce qu'il faut faire avec le pignon Intel de la boîte de vitesse ?» Eh bien, je ne me suis senti ni humilié, ni blessé, mais je le répète, j'ai pris ce mot à la fois court et simple de cet homme-là qui se tournait vers moi et qui me demandait mon aide, qui demandait à profiter de ce qu'il pensait que je savais mieux que lui. Je l'ai pris de la même façon que le mot maître. Il y a le maître de l'esclave, bien sûr, mais il y a aussi le maître lorsqu'on s'adresse au professeur, à l'enseignant, à celui qui est là pour vous apprendre. Et dans ce mot court et sympathique de patron, j'ai ressenti à la fois un peu d'affection, peut-être un peu de suggestion, et si le mot patron a les deux sens, c'est-à-dire l'abominable buveur de la sueur du peuple d'un côté, mais aussi celui qui est un peu comme, je vais faire du paternalisme, comme le père patron, eh bien c'est à cette deuxième acception que je m'attache. Et encore une fois, je suis fier et heureux quand quelqu'un m'adresse la parole sous cette forme à la fois aimable et courte.
Bonjour, patron. J'ai toujours le souci, pour ma part. Quand je vais dans une usine, de cette sorte d'anonymat, je vais dans une usine, je vois des ouvriers au travail, je vais voir un nouvel investissement, un nouvel agencement. Et je vois travailler des hommes et des femmes. Je passe parce que je discute avec mes ingénieurs qui me montrent la nouveauté, le progrès. De temps en temps, je me dis, je regarde ces hommes, eux me voient et moi, je ne les regarde pas. Car je pense à mon sujet et je n'ai pas au fond de rapport humain avec eux. C'est un de mes très graves soucis. J'avais ce plaisir quand j'étais jeune ingénieur. J'ai commencé quand même à avoir 50 ouvriers ou 60, aller les voir tous les jours, tous les matins. Je savais ce qu'ils faisaient quand ils avaient une difficulté ou j'allais même apprendre le métier avec eux. Et puis petit à petit, évidemment, quand vous prenez des responsabilités plus grandes, vous ne travaillez plus à titre personnel avec les ouvriers. Vous travaillez avec un certain nombre d'autres responsables. Mais ce que je recherche, au moins, c'est que mes divers responsables, qui, eux, doivent avoir le contact avec les ouvriers, je m'efforce de vérifier, c'est très facile, de vérifier qu'ils ne jouent pas aussi le même rôle que moi vis-à-vis de ces ouvriers. Et qu'au moins quelqu'un, celui qui en est chargé, ait ce rapport humain avec les autres hommes qui font partie de son atelier ou de son usine. Le travail dans les entreprises a peu évolué, enfin entre 50 et 65, du moins il a évolué dans le sens du travail en parcelle et de la montée vers la grande série. Depuis, et surtout à l'époque actuelle, nous nous soucions énormément de la personnalisation du travail et je dirais de la réaction de l'individu devant son travail. Et nous cherchons, du moins dans le groupe d'entreprises dont je m'occupe, nous cherchons à revenir à une échelle humaine et avoir plutôt un travail adapté à l'individu. J'en prendrai deux exemples. Je cite le cas d'une usine où des machines automatiques font des pièces en très grande série. L'ouvrier est là, un travail d'approvisionnement, de contrôle de qualité des pièces, mais il a le choix, il a le libre choix, non pas de son emploi du temps, il est bien sûr à l'usine, mais disons de ce qu'il va faire dans le moment qui vient. Il peut allumer une cigarette, il peut aller dire un mot à son voisin d'à côté, il peut peut-être réfléchir à autre chose ou à une nouvelle opération, même de travail qu'il aura à faire. À côté, les mêmes pièces mécaniques sont montées sur une chaîne. Peut-être les ouvriers de la chaîne sont-ils plus payés que celui dont je viens de parler. Mais ils sont liés, parce que chacun fait ils font des opérations successives et ils n'ont pas le choix du moment. Ils ne peuvent pas allumer leur cigarette comme ils le veulent, et s'ils veulent s'arrêter, eh bien, il faut qu'ils se fassent remplacer. Il y a là donc une différence de liberté dans la gestion de l'emploi du temps journalier de chacun, et nous devons aller, je crois, dans le sens du respect de cette liberté. Alors, on ne peut pas s'en tirer sans revenir, même à l'intérieur des très grands groupes humains, je parle de groupes de 2000 ou 3000 personnes, sans revenir à l'échelle de presque des entreprises autonomes, à l'intérieur de ces mêmes entreprises, avec un patron, et avec, je dirais, un patron qui connaît un peu tout le monde par son nom, et où les gens ont des rapports pas anonymes entre eux. Je crois que c'est la voie que nous recherchons. Elle n'est pas facile du tout, car il faut, en même temps que l'on fait tous ces progrès, continuer à sortir le plus grand nombre de produits, là je parle de produits de grande série, à un prix toujours déclinant, toujours plus bas, de manière à conquérir des plus grandes parts du marché. Car au milieu de toutes ces recherches pleines de noblesse, pleines de générosité, il ne faut pas oublier que l'essentiel, c'est tout de même de faire vivre l'ensemble de ce personnel avec une part du marché, et disons, dans un marché concurrentiel. Il y a un certain nombre, pour moi, d'impératifs. D'abord,
de connaître au maximum, et ceci peut-être dans le plus profond des détails, de connaître le travail de chacun. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance, dès l'âge de 18 ans, de commencer dans nos propres usines à faire à tous les stades de production des stages. Notre métier était le métier de textile et j'ai pu voir du départ d'une filature jusqu'à la fin quelles étaient toutes les opérations, et ceci pendant près de 3 ans, puisque lors du début de ma carrière, le premier cadeau qui m'a été fait par M. Marcel Boussac, mon oncle, a été de m'offrir 2 bleus de travail et un billet de chemin de fer pour aller commencer à connaître l'ensemble de notre outil industriel. Au début de la prise en possession de la direction de cette entreprise, j'ai eu des problèmes très difficiles à régler parce qu'il m'a fallu, pour des problèmes financiers importants, avec des partenaires qui étaient d'une part nos banquiers et d'autre part les pouvoirs publics, il m'a fallu rapidement réduire des effectifs et procéder à des fermetures. Ce sont de toute ma carrière les moments qui ont été pour moi les plus émouvants. L'industrie est certes tout à fait liée au bonheur des hommes, mais l'industrie, ce n'est pas le bonheur des hommes, et son but n'est pas le bonheur des hommes. Dire que l'industrie, son but, c'est le bonheur des hommes, ça voudrait dire que les hommes ne vivent que sur un plan matériel, ce qui me paraît absolument faux. Les hommes ont, heureusement, beaucoup d'autres dimensions que la dimension matérielle. D'autre part, l'industrie est un lieu de création, mais un lieu de création qui quand même doit se plier à un certain nombre de règles, en particulier la règle qui est très dure, qui est au service du client, qui est la règle du prix de revient. Et même dans le domaine de la création, donc, l'industrie peut paraître contraignante à certains créateurs, qui sont des créateurs tout à fait extraordinaires, et qui peut-être auraient du mal dans l'industrie. Lorsque on exerce, si vous voulez, sa fonction de chef d'entreprise comme je l'entends, on n'a pas l'impression d'exercer un pouvoir. On n'a pas l'impression, si vous voulez, de mettre les gens en garde à vous. On n'a pas l'impression de... on n'a pas la véritable impression de commander. Parce que, d'abord, le commandement, c'est très rare. Le commandement, c'est presque toujours par exception. C'est un commandement qui se fait quand on voit que des gens s'engouffrent dans une mauvaise voie. On commande très peu. Évidemment, dans une petite entreprise, je veux bien croire ou même dans un atelier d'une grande entreprise, le contremaître, si vous voulez, doit vraisemblablement exercer le pouvoir d'une manière, je dirais, plus directe. Parce que dans une petite entreprise ou dans un atelier, le commandement s'exerce en quelque sorte à la voix. C'est comme les compagnons qui sont sur un chantier, on leur dit, dis donc, toi, va chercher le sac de ciment, attention, attention, il y a du danger, fais attention à l'échelle, etc., etc. Dans un chantier de construction, le chef d'atelier ou le chef d'un magasin dira, dis donc, vos piles sont mal rangées. Il exerce, dans ce type de commandement, je dirais que l'on exerce un commandement à la voix. C'est un peu comme le capitaine d'un petit bateau qui prend son porte-voix et puis qui commande les manœuvres. Mais dans une affaire importante, ça n'arrive presque jamais, si vous voulez, que l'on ait un commandement qui revête l'allure, le pouvoir ne revêt jamais l'allure d'un commandement autoritaire, c'est pas ça du tout. Je n'aime pas que l'on oppose la marge de décision très courte d'un balayeur
et la marge de décision importante d'un patron. Je ne crains pas de dire que si le balayeur est à sa place et si le patron est à la sienne, ça demande autant d'efforts pour le balayeur de bien faire son travail que pour le patron de bien faire le sien. La différence, c'est qu'ils ont un potentiel de base et des connaissances de base qui sont parfaitement différents, mais sur le plan de l'expression de l'homme et sur le plan des efforts à faire, pour un homme qui est balayeur et qui veut bien faire son métier, c'est tout aussi difficile que pour n'importe quel patron ou homme important pour bien faire le sien. Par conséquent, je crois qu'il n'y a pas de différence de nature dans la responsabilité entre la responsabilité du balayeur qui fait bien son travail et la responsabilité du patron qui fait bien le sien. Je pense qu'il s'agit de deux hommes qui sentent une mission et s'ils veulent bien la faire, compte tenu de leurs moyens qui sont différents, bien entendu, eh bien, ça demande le même effort pour bien le faire. En supposant qu'il y ait une différence entre une société de droite, entre guillemets, et une société de gauche, entre guillemets, si je me réfère à la terminologie dominante aujourd'hui, moi, il me semble certain que, à partir du moment où on est dans une société de droite, entre guillemets, ce qui est le cas aujourd'hui pour rester toujours fidèle à cette terminologie, il n'y a pas de différence entre un patron de droite et un patron de gauche. Parce qu'un patron dans une société telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas être concrètement en tant que patron, ne peut pas s'écarter tellement en tant que patron d'un comportement moyen qui est valable à peu près pour tous. Car si on fait ce métier, on est bien tenu de le faire dans les règles du jeu fixées par l'environnement général et l'environnement interne de la société, et que ces règles du jeu, il n'y a pas 36 manières de les jouer, il n'y en a qu'une, c'est comme le jeu de bridge, il n'y a qu'une seule règle du jeu de bridge, vous le jouez bien, vous le jouez mal, mais vous jouez toujours la même règle. Il y a des siècles que les hommes rêvent d'une planète homogène, de la suppression des frontières. Mais assez curieusement, du jour où cette suppression des frontières a lieu à l'échelle des compagnies, des sociétés, de l'industrie, tout le monde s'affole en voyant apparaître un pouvoir tentaculaire, inquiétant, supranational. Premièrement, il y a un certain nombre de multinationales. Il n'y a pas un club des multinationales, il n'y a pas un directoire des multinationales. Elles opèrent chacune pour leur compte et très souvent, elles opèrent d'une manière concurrente.
elles se battent entre elles. J'y reviendrai dans un instant. Mais en tout cas, si puissante soit une multinationale, sa puissance réelle est toujours et sera toujours limitée par la souveraineté des États. Un État, si petit soit-il, a le moyen de légiférer, a le moyen de freiner ou de stopper même la prolifération ou la prise de pouvoir indue des multinationales. Il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions. Je pense aux républiques bananières du Centre-Amérique. On a pu dire, je pense que c'est vrai, je n'ai pas les moyens de le vérifier, on a pu dire à un moment qu'elles étaient effectivement dirigées, contrôlées par la United Fruit. Mais prenons cela pour une exception, regardons les pays qui sont proches de nous, que ce soit la France ou la Hollande, ou la Belgique ou même le Luxembourg. Ces pays-là ont tous les moyens à leur disposition, s'ils le veulent, et quel que soit leur régime, pour empêcher telle multinationale d'opérer dans le pays d'une manière qui soit contraire aux intérêts du pays. Quant à l'éventuelle collusion des multinationales qui constituerait un énorme directoire planétaire mettant la Terre sous sa puissance, j'ai dit tout à l'heure que très souvent elles étaient concurrentes, mais ça c'est une forme un peu, comment dirais-je, juridique. Effectivement, tout en étant concurrentes, les multinationales agissent d'une manière parallèle. Et non pas du tout parce que, par un téléphone rouge qu'elles auraient entre elles, comme les super grands, elles se donneraient les bons renseignements. Mon cher, si vous voulez éviter la taxe en Suède, faites telle et telle chose. Mais simplement parce que, étant de poids à peu près égal, étant dirigées par des états-majors, et là, un mot sur les patrons, il n'y a pas une seule multinationale qui soit possédée par un homme. Elles ont en général des centaines de milliers, sinon des millions de propriétaires qui sont leurs actionnaires. Chaque multinationale a un état-major, finalement, sorti des mêmes écoles que l'état-major de la voisine, formé aux mêmes disciplines, pensant à peu près les mêmes choses, de telle manière que les mêmes événements produisent à peu près les mêmes réactions dans chacune des multinationales. L'IBM est une société multinationale. L'IBM France est une filiale donc d'un groupe multinational. Ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas récent. L'IBM France a été fondée en France en 1919. Donc, je dirais que depuis le départ, nous sommes une société multinationale. De toute façon, si nous n'avions pas été au départ, on le serait aujourd'hui, car le type d'industrie dans lequel nous sommes implique pour ses investissements, étant donné finalement que nous faisons des petites séries, quand on fait des ordinateurs, on ne fait pas des automobiles, hein, on a des petites séries, donc ça implique que le marché auquel on s'adresse soit un marché international, et je dirais que toutes les grandes entreprises d'informatique sont des entreprises multinationales aujourd'hui. Je pense d'ailleurs plus largement que la plupart des grandes entreprises, en France ou ailleurs, tendent à être multinationales. Et il suffit de voir les encouragements bien nécessaires, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui faits sur le plan français, et j'imagine dans les autres pays, pour que les entreprises exportent, c'est-à-dire finalement deviennent des entreprises multinationales, pour penser que le phénomène multinational aujourd'hui est général. Toutes les entreprises, j'allais dire, les grandes entreprises sont ou seront des entreprises multinationales, et la séparation entre les deux types d'activités deviendra beaucoup plus floue, à mon avis. Je crois qu'autour de moi, tous mes principaux collaborateurs viennent de sociétés absorbées dans les 7 ou 8 dernières années. Puis j'avoue que je ne sais plus. Bien sûr, j'ai assez de mémoire pour savoir d'où ils viennent, mais nous n'en parlons jamais plus. Ils ne savent plus d'où ils viennent. Car il y a, et là je rejoins peut-être la nécessité d'une bonne perception psychologique, et je dirais d'un grand projet presque humaniste. Lorsqu'on absorbe les gens, incontestablement, il est bien rare, sauf lorsque on fusionne deux éléments à peu près égaux et qu'on mélange les équipes. En général, s'il y en a un qui est un peu plus gros que l'autre, qui l'absorbe pour devenir plus gros. Et les gens,
qui, au moment donné, sont absorbés, sont probablement vexés, complexés, par ce qui est une sorte d'échec. Et il faut très vite leur enlever ce complexe, et je dirais les faire s'épanouir, et faire qu'ils ressemblent à tout le monde et qu'ils fassent partie de ce groupe. D'où la notion d'anonymat. Il faut absolument qu'ils oublient qu'ils ont été absorbés par ce groupe qui porte tel nom. Ils en font partie après. Je crois donc que cet anonymat est une force. Je crois, honnêtement, mais c'est toujours très difficile de savoir si on est profondément sincère, que je suis avant tout un géo. À la fois un géo parmi les autres géos, et à la fois peut-être le plus responsable des géos, mais un géo. Que je sois le président ou pas, ne modifie pas cette chose-là. Ce qui ne veut pas dire que je n'assume pas cette responsabilité de président qui m'a été accordée par le conseil d'administration et pas par les géos d'ailleurs. Et là, je crois qu'on est devant un problème très, très sérieux. On sait tous qu'il y a actuellement un certain nombre de tendances. On pourrait presque dire qu'il y a 3 grandes tendances. Les choses sont bien comme elles sont. N'exagérons rien. Il y a des patrons, soit par le capital, soit par le management, ce qui est mon cas. Et ils ont été patrons parce qu'ils sont patrons comme ça, tout naturellement. Ou ils ont été patrons parce qu'ils ont été désignés par les propriétaires, par les actionnaires. Et restons-en là. Il y a une deuxième tendance qui est presque à l'autre bout et qui dit c'est plus possible de continuer comme ça. C'est il faut que le responsable soit désigné et soit choisi par l'ensemble des gens qui font l'entreprise et qui travaillent dans l'entreprise. Et puis il y a une troisième tendance qui est presque un compromis, comme beaucoup de choses dans la vie, qui est de dire, bien nous qui sommes un peu plus compréhensifs des problèmes, on est prêt à envisager que le responsable, le patron, soit désigné par les actionnaires et que ce choix soit entériné ou refusé par l'ensemble du personnel. Et dans ce cas-là, on vous en proposera un autre. Puis je pense qu'à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête, parce qu'on ne pourrait pas vivre en anarchie. Alors, bon, je suis né de la première tendance, puisque j'ai été désigné par les actionnaires du club, et j'ai la nostalgie, ce serait malhonnête. J'ai la prétention, ce qui est pire, de croire que si la deuxième tendance était appliquée à aujourd'hui, je ne dis pas demain, à aujourd'hui, l'ensemble des géos peut-être me choisirait. Dans l'entreprise, j'ai remarqué une chose, un travers des gens. Les gens, ils veulent être aimés. C'est idiot, parce que c'est pas ce qu'on leur demande. Ils ne sont pas là pour être aimés. Quel que soit le niveau auquel ils se placent, ils essaient de faire en sorte de ne pas déplaire, ce qui amène souvent à une démagogie infernale à tout niveau. Et si on faisait élire les gens dans l'entreprise, ben ça commencerait par, en fait, des sortes de... Ça tournerait très rapidement à la campagne électorale. Pour se faire élire, et ben, je crois qu'il faudrait commencer par être
le plus sympathique possible, le plus aimé possible, le plus plaisant possible pour les gens avec qui vous travaillez. Et puis, la compétence passerait derrière et on n'élirait pas forcément le meilleur. Alors on retrouverait les mêmes difficultés qu'on retrouve en politique, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le meilleur qui apparaîtrait en tête d'affiche. Il se trouve que, au moment de la libération, j'étais fonctionnaire, j'étais directeur des relations économiques extérieures, directeur adjoint, et j'ai été amené à quitter l'administration à la suite de l'intervention du ministre de l'économie nationale, un ministre communiste à l'époque, M. François Billot. Son successeur m'a demandé de rester, mais j'avais d'ores et déjà compris que mon destin n'était pas dans l'administration. Je suis donc parti et j'ai créé une petite société qui n'était pas destinée à faire du crédit à l'époque, qui était destinée, enfin à faire du crédit aux particuliers en tout cas, qui était destinée à prêter de l'argent aux gens qui importaient des matières premières de l'étranger et qui réexportait des produits finis. C'était une petite affaire au capital de 10 millions d'anciens francs et qui, au début, comportait 12 collaborateurs. Et puis, quelques années ont passé, cette affaire a assez bien prospéré et tout cela est devenu une très grande affaire puisque la petite société au capital de 10 millions d'anciens francs s'est transformé en un groupe dont le bilan consolidé est aujourd'hui de 45 milliards de francs nouveaux et dont les fonds propres sont de plus de 3 milliards de francs nouveaux toujours. Alors, j'en viens à cet égard au problème de légitimité que vous posez parce que ce problème de légitimité, lui aussi, il se pose de façon tout à fait différente pour le gestionnaire d'un service public et pour le patron d'une affaire privée. En ce qui concerne l'entreprise privée, bon, par définition, la légitimité, elle ne vient pas de l'État. De quoi vient-elle? Eh bien, elle vient, je dirais, essentiellement de l'efficacité qui préside ou ne préside pas à la désignation du chef d'entreprise, à la désignation du bon chef d'entreprise pour mener ce combat. Alors ça, comment cette efficacité est-elle assurée? Elle est assurée à l'heure actuelle par, en effet, les représentants du capital, et les représentants du capital qui, étant directement intéressés au succès de l'entreprise, sont particulièrement bien placés pour apprécier si tel ou tel sera capable ou non d'assurer une rentabilité valable du capital. Bien sûr, je vois bien que on pourrait désirer que, théoriquement, que à cette désignation par le capital du chef d'entreprise, s'adjoigne, soit accompagné un choix
par le personnel. C'est une idée théoriquement séduisante. Je la considère pour ma part pratiquement absolument invivable. Il suffit de se référer à la description que je vous ai faite du rôle du chef d'entreprise pour savoir qu'il est inconcevable qui passe sa vie en campagne électorale à l'intérieur de son entreprise. La démocratie, au sens qu'on lui donne habituellement, c'est-à-dire la démocratie qui vient de la désignation par un vaste électorat, est parfaitement inconcevable dans l'entreprise. Ça vous paraîtra peut-être un peu provocateur de le dire, mais je l'affirme avec force, l'entreprise ne peut vivre que dans le cadre d'une constitution monarchique, et une constitution monarchique dans laquelle la désignation des responsables vient d'un nombre relativement réduit de personnes. Dans la République, la légitimité appartient au peuple. Dans une entreprise, c'est pas tout à fait la même chose. Pour le moment, elle appartient encore aux actionnaires. Y aurait-il d'autres légitimités possibles? Avant de se poser cette question, il faut se demander comment les actionnaires, ou comment, au fond, l'appareil, la technostructure, interprète cette légitimité. Alors, je suis mal placé pour vous dire qu'elle l'interprète en choisissant le plus apte, en choisissant le meilleur. Je suis très mal placé, mais au fond de moi-même, c'est ce que j'aime penser. C'est quand même la pensée la plus agréable et la plus logique. Le meilleur pour quoi faire? Le meilleur pour gérer l'entreprise dans le sens que j'ai dit. C'est-à-dire pour la gérer du mieux possible, en faveur de ses actionnaires, en faveur de son personnel, en faveur de ses clients. En disant cela, je vous offre moi-même la porte à une question. Est-ce que, dans ces conditions, il est normal, puisque la gestion doit être bonne pour les actionnaires, le personnel, les clients, que les actionnaires soient seuls, à choisir à travers le conseil d'administration ou toute autre procédure, à choisir le chef? Est-ce que le personnel ne doit pas intervenir? Les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise sont en droit de se poser une question. Est-ce que le pouvoir qui existe dans mon entreprise est légitime ou pas? C'est comme ça que se pose le problème, au fond. Alors, il faut, pour donner une réponse, il faut faire un tout petit peu d'histoire. Au démarrage, dans l'entreprise, le pouvoir était aux mains du capital, et c'était parfaitement légitime à mon sens. C'était parfaitement légitime parce que l'homme qui montait une entreprise, qui la dirigeait, était un homme qui s'engageait, j'allais dire corps et bien dans l'entreprise. Ford s'est engagé corps et bien dans son entreprise, il aurait pu se ruiner. Citroën s'est engagé corps et bien dans son entreprise. Il y a encore aujourd'hui des artisans, des petits patrons qui s'engagent corps et bien dans leurs entreprises. Et je veux dire corps et bien, c'est-à-dire qu'ils engagent presque leur vie. Ils travaillent, la baisse de rendement de l'entreprise, les soucis, les échéances, tout ça les affecte profondément. Et je dirais même que dans un passé encore pas tellement lointain, les hommes qui étaient à la tête de moyennes entreprises aimaient tellement leur entreprise qu'ils engageaient leurs biens. Ils hypothéquaient leur maison en cas de difficulté. Donc au fond, on se trouvait en face d'hommes qui engageaient leurs capitaux et qui engageaient leur existence dans l'entreprise. Et à côté de ça, on se trouvait en face de travailleurs qui étaient tout à fait mobiles. Pendant longtemps, les travailleurs étaient très mobiles. On ne peut pas dire que l'entreprise était, il y a 30 ou 40 ans, un lieu d'élection pour les travailleurs. Aujourd'hui, on était donc en face, si vous voulez, d'un entrepreneur immobile en face de l'entreprise,
et de travailleurs mobiles. Aujourd'hui, on est dans une situation différente. Je parle dans les grandes entreprises. Dans les grandes entreprises, le capital est devenu anonyme. Ça ne veut pas dire que le capital n'est pas nécessaire, mais il est devenu anonyme. Si vous voulez vendre des actions de L'Oréal, si vous voulez vendre des actions de Ron Poulenc, si vous voulez vendre des actions de Procter & Gamble, vous voulez les vendre, se négocie à la bourse. Bon, donc le capital est devenu anonyme. Dans les grandes sociétés, le plus grand actionnaire de IBM, je crois, il a 0,00001% du capital. C'est comme ça dans la plupart des grandes entreprises américaines. Donc le capital est devenu anonyme. Et c'est dépersonnalisé. Et en même temps, et ça c'est un phénomène en Europe occidentale, et c'est la même chose au Japon. Je ne dirais pas tout à fait la même chose en Amérique où les gens se déplacent. Mais en Europe occidentale ou au Japon, le personnel, lui, est devenu immobile. C'est-à-dire que, c'est une expression que je ne sais plus si c'est qui l'a employé le premier, je me demande si c'est pas Bounine et moi, ou bien si c'est nous qui avons copié. Il me semble que quand même nous avons été les premiers à le dire. En fait, l'entreprise est devenue la dernière paroisse. Il est certain que jadis, les gens avaient un centre de rassemblement, c'était le village, il y avait l'église, il y avait la grande place, il y avait les petits bistrots, etc. Et aujourd'hui, l'entreprise, bien, c'est devenu un lieu de rassemblement où les travailleurs se parlent, où les travailleurs sont solidaires de leurs difficultés. Je me souviens un jour d'un contremaître qui avait divisé l'atelier, il y avait 20 personnes dans l'atelier, et puis il avait pris 10 personnes au hasard par ordre alphabétique, parce que c'était nécessaire, parce que l'atelier fallait diviser en deux. Il avait mis 10 personnes par ordre alphabétique à droite et 10 personnes à gauche. Et ça avait créé un véritable drame, parce que il y avait des femmes qui vivaient ensemble depuis 10 ou 15 ans, 20 ans, ils vivaient dans un état de solidarité totale. Donc c'est un lieu de communication. Disons que c'est un lieu de communication. Ce qui fait que, en fait, on se trouve en face aujourd'hui d'un capital mobile et d'un personnel du travailleur est immobile. Partant de ces considérations, on comprend très bien que la légitimité du capital à l'heure actuelle se modifie. La légitimité du pouvoir de l'entreprise se modifie. On ne peut pas dire que l'entreprise appartient au capital à partir du moment où le capital est devenu anonyme. Mais comme le capital reste la conscience économique de l'entreprise et que sans conscience économique, l'entreprise irait à la dérive, le capital reste nécessaire. Et d'un autre côté, on comprend très bien aussi que sans parler même sans faire de grandes théories comme les théories marxistes sur l'accumulation du travail des ouvriers qui fait qu'ils ont un droit de possession sur l'outil de production, on comprend très bien que les ouvriers et les travailleurs dans l'entreprise discutent et ont raison de discuter de la seule légitimité du pouvoir dans la mesure où cette seule légitimité serait dans les mains du capital. Il faut donc arriver à une conciliation. Mais il faut aussi arriver à une conciliation qui soit pratique. Et dans ce domaine, je crois qu'il faut se garder de toute idéologie, parce que si on approche le problème de la démocratie dans l'entreprise comme on approcherait en transposant les problèmes de la démocratie politique, on fausse complètement le problème. C'est en ce sens que je ne crois pas du tout que l'autogestion soit possible, parce que je ne vois pas comment les hommes peuvent s'autogérer, il suffit d'avoir vécu un peu pour se rendre compte que dès que des hommes sont ensemble, ils ont besoin de trouver un chef.
Au début, il y a une entreprise avec quelques hommes. Le syndicalisme, naturellement, est absent du jeu de l'entreprise. Et lorsque l'entreprise grandit, lorsqu'elle atteint une taille qui lui permet d'employer plus de 100 employés, ou plusieurs centaines d'employés, pour ce qui nous concerne, nous avons connu la naissance du syndicalisme dans l'entreprise alors que l'entreprise avait employé 500 personnes. Il y a là, si vous voulez, une situation extraordinairement difficile à vivre pour le chef d'entreprise qui découvre donc la naissance du pouvoir syndical dans son entreprise. Et mon opinion est que, une fois sur deux, ce traumatisme est tel qu'il modifie complètement les schémas du chef d'entreprise. Et que très souvent, et à mon avis il a tort naturellement, très souvent ça l'amène à modifier le développement de son entreprise. Parce que physiquement et psychologiquement, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter le message qui lui est envoyé à partir de la création de ce pouvoir syndical, à savoir, il y a des problèmes sociaux dans votre entreprise, tout le monde n'est pas heureux dans votre entreprise, et lui croyait sincèrement que tout le monde l'était. La création d'une entreprise nouvelle, c'est quelque chose d'extrêmement passionnant, non seulement de passionnant pour les chefs d'entreprise, mais pour tous ceux qui participent à l'aventure. Et que, plongés dans une aventure de ce genre, les gens ne songent pas du tout, pas beaucoup à revendiquer, et ceci d'autant moins que, au fur et à mesure que le succès arrive, ils voient leur sort s'améliorer. Donc, disons que pendant largement les 10 ou 12 premières années de la compagnie bancaire, les problèmes syndicaux ne se sont pas posés pour moi. Et que, je dirais plus, j'ai été obligé à un certain moment de demander à mon personnel d'élire des représentants, ce qu'ils ne voulaient pas faire. Ça peut paraître très curieux de le dire, mais c'est un fait. Je me flatte peut-être, mais j'ai tout de suite entretenu avec les responsables syndicaux du groupe Paribas des rapports cordiaux et coopératifs, sinon amicaux. En mars 1974, il y a eu une longue grève de plus de 3 semaines. Eh bien, je dirais simplement de cette longue grève, qui était une grève de l'ensemble de la profession bancaire, que les 2 premiers établissements de la place dans lesquels elles ont cessé, ça a été Paribas et ça a été la compagnie bancaire. Et ceci est, je crois, parce que tout au cours de cette grève, dans laquelle, il faut bien le dire, les organisations syndicales étaient assez débordées, car il s'agissait d'une grève dont les principaux acteurs étaient des éléments quelque peu indisciplinés et mal encadrés. Tout au long de cette grève, les rapports avec les organisations syndicales ont été pour moi presque quotidiens et n'ont jamais posé de sérieux problèmes, et que notre volonté de venir à bout de la situation était commune. Il peut parfaitement arriver que le fait d'être social, le fait d'avoir une entreprise socialement en pointe sur le plan des salaires, en pointe sur le plan des conditions de travail, des horaires de travail, du confort assuré au personnel, confort matériel, confort moral, nature des contraintes du travail, eh bien le fait d'être en avance sur tous ces points ne met pas un patron à l'abri des
difficultés sociales. Et il le met d'autant moins à l'abri que, effectivement, la tactique des syndicats peut être d'attaquer précisément sur l'entreprise en flèche, en espérant qu'elle tirera toutes les autres derrière elle. Et aussi parce qu'elle est parfois plus vulnérable, parce que il peut arriver que d'abord des salariés qui ont plus de réserve soient plus faciles à agiter, plus faciles à amener à l'action. Il peut arriver aussi que des salariés qui ont une situation plus intellectuelle soient plus réactifs à la provocation, à la revendication. Je veux dire par là qu'il est peut-être plus facile de mobiliser autour de thèmes idéologiques les intellectuels d'un laboratoire ou d'une usine parfaitement propre et parfaitement avancée sur le plan technologique que de mobiliser des personnels moins formés et plus proches malheureusement de leurs préoccupations élémentaires que certains contestataires ont dessinées sous la forme métro, boulot, dodo. Non, c'est boulot, métro, dodo. Enfin, je ne sais plus très bien dans quel ordre c'est, mais peu importe, ça dépend si on se passe le matin ou le soir. Nous avons avec les syndicats des rapports, disons, de discussion permanente. Mais sinon, que sont les syndicats ou que devraient-ils être? Sinon, c'est l'aspect managérial des revendications ouvrières. Les ouvriers se sont donné des managers pour discuter de cela. Comme nous sommes les managers de l'autre côté. Ça, c'est peut-être ce que je souhaiterais pour les syndicats. C'est ce que l'on trouve, en général, dans un pays comme l'Allemagne ou les États-Unis. On ne le trouve pas tout à fait en France. On ne le trouve pas tout à fait en France pour des raisons, d'éthique ou de philosophie politique profonde, puisque certains syndicats, pas tous, rejettent le système de capitalisme libéral dans lequel nous vivons. Et il m'est arrivé de voir naître des grèves où on me disait oh ben, on ne se met pas en grève pour l'entreprise, pour les questions particulières. Nous voulons faire sauter le système. Et pour faire sauter le système général, nous commençons par le système particulier dans lequel nous vivons. Alors là, le dialogue devient très difficile, sinon impossible sur ce plan. Et je pense que c'est ce qui truque en France les relations entre les responsables d'entreprise et les syndicats. À partir du moment où on ne nous comprend plus, il s'agit pour nous de parler, d'expliquer, et je dirais même de mettre notre langage à la portée de nos interlocuteurs, ce qui n'est pas facile du tout. J'ai trouvé très récemment, un exemple qui m'a fait beaucoup réfléchir. Dans une usine qui venait d'avoir une augmentation de salaire, qui lui avait été indiquée par son directeur, et non pas comme venant de Paris, mais car chacun de nos directeurs explique le problème économique à ses interlocuteurs, et leur avait dit, ben voilà ce que je peux vous donner. Je trouve que j'étais président de cette société, j'arrive dans l'usine, et aussitôt on a demandé à me voir. Et même une vingtaine d'ouvriers se sont arrêtés leur travail pour venir me voir. Je les ai reçus, et là, ils m'ont dit, mais vous qui êtes le président, vous pouvez nous donner quelque chose de plus que le directeur. Il se trouve d'ailleurs que cette usine, il y a pas très longtemps, 8 ans, appartenait à un de ces patrons de droit divin, et qui menait fort bien d'ailleurs cela, mais qui, disons, par des diverses raisons économiques ou de conjoncture, avait perdu le contrôle de cette société. Eh bien, dans mes interlocuteurs, il restait cette impression à la Zola du potentiel, de la puissance extraordinaire du patron qui pouvait effacer d'un trait de plume ce qu'avaient dit tous ses collaborateurs et donner la tonne en plus et comme ça pouvoir dire je suis le patron, je suis un bon patron. Cette époque est terminée, je leur ai expliqué que je pensais la même chose que leur directeur et je leur ai expliqué peut-être à ma façon le pourquoi de l'augmentation des salaires qu'on pouvait leur accorder dans le contexte concurrentiel auquel étaient soumis leurs produits. En particulier, c'était une usine qui exportait beaucoup, il y avait une chute de la livre à ce moment-là, et ils envoyaient plusieurs milliers de produits par jour en Angleterre. J'ai essayé par des moyens simples de leur expliquer. Je ne sais pas si je les ai convaincus. Ils m'ont quand même écouté. Ouais, tout ce que je sais, c'est qu'en sortant du bureau, ils sont tous retournés à leur travail.
Le syndicat, c'est une forme d'opposition. Et si j'ai en moi une croyance bien accrochée, c'est qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas progresser. Et en particulier dans un monde aussi complexe que le monde économique moderne. On ne peut pas progresser si on ne dispose pas d'une opposition. Et là aussi, les faits nous le montrent, l'histoire. S'il n'y avait pas eu l'opposition syndicale du dernier siècle, il est évident que la condition globale du monde du travail ne serait pas ce qu'elle est. Et par conséquent, c'est pour moi une force réactive, mais c'est une force absolument indispensable. Et toute destruction ou tout amenuisement de la force syndicale me paraît un risque de recul, de détérioration du monde économique d'aujourd'hui. Alors, vous me direz, il y a divers types de syndicats ou de syndicalisme. Et en particulier en France, le monde patronal pousse des cris sur la forme dite politique. On ne peut pas traiter avec des syndicats politiques. Les syndicats doivent se limiter à leur travail de défense de la situation du travailleur. Ils ne doivent pas être manipulés par les partis. Eh bien, je dois dire que je suis d'une opinion absolument opposée à celle-là. Bien sûr, il y a le syndicalisme dit apolitique, qui considère que son rôle consiste uniquement à obtenir les 2 francs de l'heure d'augmentation, remettre les tuiles sur le toit quand il fait froid et obtenir du chauffage pendant l'hiver. Ce syndicalisme-là, premièrement, reste confiné dans une forme tout à fait fin 19e qui me paraîtrait dépassée, mais deuxièmement, dès qu'il se développe avec une certaine violence, il aboutit très vite aux formes de raquettes, aux formes de chantage qui empoisonnent en particulier la vie syndicale des États-Unis dans certains domaines. Tout le monde se souvient de l'abominable affaire du syndicat des camionneurs américains manipulés par des gangsters. Alors, vous me direz, eh bien, qu'est-ce qu'il vaut mieux être manipulé par des gangsters ou manipulé par le Parti communiste? Eh bien, j'ai une opinion très claire. Je préfère le deuxième type de manipulation, car il replace la revendication syndicale dans un contexte d'idées. Autrement dit, le syndicat ne se bat pas uniquement pour avoir son franc ou ses 2 francs d'indemnité de panier, il se bat pour que l'ensemble du monde économique ou industriel, ou les deux, prennent des formes nouvelles, appréhendent les réalités nouvelles d'une manière différente. Vous savez, j'ai une profonde admiration pour la peine, pour les soucis, pour le mal que se donnent les syndicalistes pour tenir leurs troupes, lancer des mouvements, avoir de bons arguments. J'en suis parfaitement conscient et je pense que si le hasard de la distribution des rôles faisait que je me trouve de l'autre côté de la barricade, j'éprouverais cette même joie que je dirais gratuite, enfin non payée, de jouer le rôle d'un chef ou d'un petit chef de l'opposition, au même titre que je me sens petit chef du côté du gouvernement des entreprises. J'ai souvent le sentiment que les hommes peuvent se comprendre et que les étiquettes qui se sont collées sur le dos, patrons ou syndicalistes, les empêchent de franchir ça et d'arriver à se comprendre. Je suis à peu près persuadé que dès qu'on joue, donc dès qu'il y a psychologie, parce que je crois que c'est la forme la plus merveilleuse de la psychologie, l'étiquette tombe et que, à la limite, tout le monde pourrait presque changer de place et comprendre les arguments de l'autre. Si demain, par exemple, beaucoup de conversations syndicales
commencer par « on va changer les rôles ». S'il vous plaît, vous allez prendre la position du patron et s'il vous plaît, vous allez prendre la position du représentant syndical. Je crois qu'on serait stupéfait de voir la qualité des arguments que chacun donnerait dans le rôle de l'autre. Et je crois que ça créerait un raccourci de toute façon. L'entreprise ne peut vivre qu'à partir du moment où il y a création d'un certain consensus. Bon, pour que ce consensus existe, il y a deux moyens. L'épreuve de force. Ah, je suis plus fort que vous, alors vous allez voir ce que vous allez voir. C'est pas un consensus, c'est une acceptation de part et d'autre, chacun préparant sa revanche. Ou l'acceptation d'une farce. Et moi, je crois que dans le monde de demain, chacun étant persuadé qu'il est représentant syndical par accident ou patron par accident, chacun acceptera de considérer que c'est un rôle qu'il joue, qui n'a, au fond, pas d'importance fondamentale sur sa vie. Il a été placé là, il doit jouer ce rôle-là, à la condition que ce soit un rôle, et qu'il ne fasse pas de son personnage une personne. C'est un personnage, un chef d'entreprise. C'est un personnage, un responsable syndicaliste. Vraiment, c'est la question piège, et c'est la question piège, qui serait ressentie comme un piège à la fois par un syndicaliste si vous la lui posiez, et bien entendu par un patron si vous la lui posez. Alors, le syndicaliste, si vous posez cette question, ne manquera pas aujourd'hui de vous faire la réponse suivante en deux temps. Premier temps, comment? La preuve que non, c'est que je peux vous citer 2500 entreprises où les sections syndicales d'entreprise ne sont pas reconnues, 40 708 où la loi sur les comités d'entreprise et les comités d'émission n'est pas appliquée, ce qui est vrai. Et l'année dernière, pas moins de 1852 cas de représentants du personnel, délégués syndicaux ou membres du comité d'établissement qui ont été licenciés abusivement sans respecter les procédures. Ça serait le premier temps de sa réponse. Le deuxième temps de réponse, ça serait de vous dire que si le socialisme doit être l'ère de la réconciliation des grands monopoles et de la classe ouvrière, dans ce cas, il préfère aller se coucher. Fin de la citation du syndicaliste. Le patron vous dira, nous sommes l'entreprise d'une vaste communauté qui regroupe des partenaires aux intérêts parfois divergents, mais dont il faut faire la synthèse. Et pour ça, eh bien, les syndicats ont leur rôle à jouer, de même que l'encadrement et les dirigeants. C'est par une négociation concertée, querelleuse, mais non moins pacifique, que nous arriverons à faire progresser notre beau et grand pays sur la voie du bonheur. Bien. Moi, je pense que tout ça, alors, en fait, les deux réponses sont bonnes.
la possibilité pour le personnel de s'exprimer à travers différents moyens dans l'entreprise, cette possibilité est fondamentale. Et nous avons porté beaucoup d'efforts à cette question. Alors je voudrais mentionner un certain nombre de choses que nous faisons. Tout d'abord, la voie que j'appellerais normale et la voie principale du personnel pour s'exprimer, c'est à travers la structure de management de l'entreprise. Toute personne, naturellement, doit et peut aller voir son supérieur pour s'exprimer sur, d'abord pour les conditions générales du travail, et puis si vous voulez, il y a des problèmes d'expression particulière, ou disons de revendications ou de difficultés, ça doit normalement s'exprimer à travers le management, et je crois que largement c'est comme ça que ça se passe. Mais pour le rendre assez systématique et pour faciliter cette expression, on a prévu, si vous voulez, des moyens supplémentaires et formels. Par exemple, il y a une fois par an, pour chaque personne de l'entreprise, et quel que soit son poste, l'obligation d'avoir avec son supérieur hiérarchique un entretien. Un entretien au cours duquel on doit librement, de part et d'autre, discuter d'une année de collaboration, de travail, des points qui ont été bons, mauvais, de ce qu'on aurait dû faire, des relations, et également de l'avenir, de ce qu'on fera. Et cet entretien est consigné par écrit, signé par les deux parties qui en ont parfaitement connaissance. Et il y a même une prévision, si vous voulez, ce qu'on appelle d'évolution de carrière, qui est discutée librement, et chaque personne exprime ses desiderata, et c'est formel, et c'est fait, et c'est fait dans toute l'entreprise. Donc ça, si vous voulez, pour le cas où il n'y aurait pas eu cette communication normale avec le management, donc on a introduit un processus formel pour que ça se passe. Au moins une fois par an. Alors vous me direz, une fois par an, c'est pas beaucoup, mais naturellement, c'est pour être sûr que ça ait lieu une fois par an et d'une manière très, très connue des intéressés. Et il est intéressant de noter à ce sujet que les personnes qui n'ont pas eu leur entretien d'évaluation, comme on dit, protestent en disant « je n'ai pas eu mon entretien d'évaluation », en disant « ben voilà, c'est quelque chose qui va pas bien, hein, il y a quelque chose qui se passe, j'aurais dû avoir en quelque sorte droit à cet entretien. » Bon. Donc ça se fait. La deuxième chose, ce sont les enquêtes d'opinion. Le personnel peut s'exprimer d'une manière parfaitement anonyme sur tous les aspects de l'entreprise, soit sur un canevas de questions posées, il y en a plusieurs centaines, donc c'est une opération longue et annuelle pour la plupart des personnes, soit formuler tout commentaire libre et anonyme. C'est-à-dire que toute personne peut parfaitement, librement exprimer tout ce qu'elle pense sur la société, sur son travail, sur les relations avec les collègues, sur son chef, sur tout ce qui ne va pas. Bon, librement et anonymement. Et c'est regrouper naturellement les résultats au niveau de chaque cellule de l'entreprise pour savoir anonymement, mais au niveau de chaque cellule, comment ça va. Est-ce que ça va bien dans ce groupe? Est-ce que ça va mal? Comment ça se situe comparé au reste de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un endroit où le moral est élevé, un endroit où le moral est bas? Et vous voyez bien pour le management, comme c'est important, car quand on sait que quelque chose ne va pas, eh bien je dirais que 90% du travail est réglé, parce que généralement quand on sait quelque chose et pourquoi, parce que là aussi on sait pourquoi souvent, alors on est plus capable de le régler. Enfin, au titre individuel, encore une autre méthode que nous avons prévue, il y a une politique dans la compagnie qui s'appelle la politique de la porte ouverte, qui est utilisée, qui peut être utilisée individuellement. Elle ne l'est pas beaucoup, mais elle peut l'être, et chacun sait à la compagnie qu'il le peut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un monsieur qui est allé voir son chef et qui estime qu'il n'a pas obtenu satisfaction, il n'est pas content de l'entretien, de la manière dont ça s'est passé, ou il estime qu'on ne rend pas justice à ses mérites, ou qu'il y a quelque chose qu'il voudrait faire changer dans l'entreprise, mais ça ne se passe pas, ça ne se change pas, eh bien il peut escalader, comme on dit. C'est-à-dire qu'il peut aller voir le chef de son chef. Et puis si le chef de son chef est toujours pas d'accord, il peut aller voir au-dessus. Et il peut aller jusqu'au directeur général. Hein, il peut aller aussi haut qu'il veut dans l'entreprise. C'est normal, personne ne l'arrêtera, il peut formuler sa demande, et le cas sera examiné, jugé par une personne, je dirais en dehors, enfin juger c'est un grand mot, c'est pas un jugement, mais examiné par une personne qui n'appartient pas à la hiérarchie correspondante, en dehors, qui examine le cas et qui dit oui, ce monsieur, il dit ceci, il a fait cela, au fond, peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est lui qui a raison. Donc, une voie de recours pour le personnel. Alors, vous voyez tout ce que l'on a prévu du point de vue capacité d'expression. Encore une fois, la capacité principale est dans celle qui se passe tous les jours, c'est-à-dire, enfin, qui devrait se passer très fréquemment, avec son supérieur, le monsieur qu'on a chargé et qui est en charge, au fond, du travail et, je dirais, de la satisfaction de son personnel, car c'est un objectif fondamental qu'on donne à nos managers, satisfaction de leur personnel, hein, c'est une grosse partie de leur objectif.
Bon, alors voilà. Alors, j'ai indiqué ceci pour dire qu'il existe naturellement une autre voie qui est prévue par le législateur, qui est la voie syndicale. Alors, ce qu'on fait dans l'entreprise, on considère que la voie syndicale, bon d'abord, elle est fixée par le législateur et notre compagnie, dans ce domaine comme dans les autres, applique scrupuleusement la loi, c'est-à-dire qu'il ne saurait être question de ne pas l'appliquer intégralement. Ce que néanmoins je considère, et ce que je crois que considère l'ensemble du management, c'est que c'est de leur responsabilité, à travers le management, d'apporter les solutions aux problèmes directement et sans nécessairement passer par la voie syndicale. Comme on dit, la responsabilité du management dans l'entreprise, et les managers le savent dans notre compagnie, c'est que s'il y a un problème qui se manifeste, c'est à eux de le résoudre en temps voulu, d'une manière bonne dès qu'il naît, et pas 6 mois ou 1 an après, c'est-à-dire avant qu'il soit devenu sérieux ou grave, et que si ce problème n'est pas réglé, alors naturellement, il existe une voie syndicale, cette voie syndicale fonctionnera, ce sera transmis par les délégués du personnel ou par les comités, bon, ça remontera au management, mais c'est pas une bonne chose pour un manager, c'est pas une bonne chose, et les gens chez nous le savent, que le problème ait été remonté par la voie syndicale et qu'il n'ait pas été résolu par les personnes dont c'était normalement la responsabilité. L'année dernière, à l'occasion d'un changement de structure dans la société, j'ai décidé que c'était moi qui allais présider les négociations d'accords d'entreprise, parce que nous avons un accord d'entreprise qui est renouvelable annuellement, et à ce niveau, chaque année, on le repasse au crible et on voit ce qu'on va faire pour l'année suivante. Alors, mes interlocuteurs syndicalistes avaient fait une liste de tout ce qu'ils souhaitaient voir changer dans leur salaire, dans leurs conditions de travail, tout ce que vous voudrez. Moi, j'avais cette liste et j'avais pu travailler dessus. Par conséquent, je savais ce que je pouvais accorder, ligne par ligne. Alors moi, je suis arrivée avec mes papiers bien en ordre, et puis au lieu de discuter pendant 2 jours, je leur ai dit, bon, ben voilà, sur le point 1, c'est ça, sur le point 2, c'est ça. La séance aurait pu être terminée en 10 minutes. Mais ça a été très très mal perçu, et comme j'ai fait en sorte que les syndicats ne puissent pas jouer leur rôle, ils m'en ont voulu, et tout le monde a débrayé. Et on a débrayé, et puis on est allé proposer mes propositions alors au vote collectif dans l'usine, qui ont trouvé ça très bien d'ailleurs, qui ont tous voté pour, ce qui fait que le combat a cessé faute de combattants, mais c'était idiot de ma part, et je ne le referai plus, je jouerai le jeu syndical. Il est dans la nature des choses que les hommes ne progressent que sous la contrainte ou dans l'effort. Et que dans une certaine mesure, la tension sociale, enfin l'opposition, la contestation syndicale, dont j'ai rêvé, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'elle soit plus orientée vers le profit, vers le bien-être de l'entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas, il n'est pas mauvais que cette contestation se maintienne. Je crois qu'un chef d'entreprise qui n'a autour de lui que des gens qui sont d'accord avec lui et qui lui disent oui chaque fois qu'il parle,
est un chef d'entreprise condamné à l'échec et à la catastrophe extrêmement rapidement. C'est probablement aussi vrai s'il n'a pas en face de lui des partenaires sociaux qui discutent avec lui, qui contestent ses points de vue, ses décisions. Je crois que c'est aussi bon d'ailleurs pour les syndicats eux-mêmes, parce que il demeure malgré tout entre le chef d'entreprise et les personnels, quelle que soit la qualité de leur statut social, la discussion permanente destinée pour le personnel à obtenir des avantages supplémentaires et par conséquent qui conduit le patron à les donner progressivement pour ne pas non plus commettre des gestes qui soient incompatibles avec l'économie de sa maison. Je crois qu'à cet égard, la tension est un peu nécessaire parce que le personnel, lorsqu'il obtient, veut être sûr d'avoir obtenu tout ce qu'il pouvait obtenir. Et pour être sûr d'avoir obtenu tout ce qu'on peut obtenir, il faut avoir eu l'impression d'avoir touché la limite de résistance du partenaire. Au fond, on trouve ça constamment. Si le patron donne trop facilement, bah, c'est qu'il pouvait donner, j'ai pas eu ce que j'aurais pu avoir, je me suis mal battu, je vais recommencer. Si au contraire, je dois me battre durement, la discussion est pénible, elle dure toute une nuit, on ne signe l'accord qu'au petit matin à 5 heures avec des yeux battus et une barbe mal rasée, il m'a fallu même éventuellement faire 2 ou 3 jours de grève pour l'obtenir, quelques chahuts bénins. Alors là, j'ai vraiment l'impression qu'on s'est bien battu, le patron a discuté, moi j'ai discuté, et j'ai vraiment été au bout de mes possibilités. C'est presque un des plaisirs, je pense, pour tous les partenaires. Non pas le désir de lutter à mort, mais de faire valoir quelque chose à laquelle on croit et de se battre un peu pour l'obtenir. Et quand je disais, sous forme de boutade, gérer les tensions, c'est-à-dire ne pas vouloir tout de suite les résoudre, mais faire en sorte qu'il y ait des gens qui aient le plaisir de les résoudre, et à quelque échelon que ce soit à l'échelle, peut-être quelquefois de la direction, quelquefois des cadres, quelquefois de la maîtrise, et aussi des syndicats ouvriers. Il faut donc qu'il y ait une répartition des plaisirs, car finalement, une entreprise, c'est pas toujours gai. C'est pas un endroit où on rit. Je parle là d'un groupe humain, par exemple, de 2000 personnes, très probablement avec un directeur de très grande classe, très humaniste, très au fait des choses, et qui, dès qu'il sentait naître une tension, une revendication à l'échelle ouvrière, l'a trouvait très souvent, ça peut être pour des questions de conditions de travail, des conditions de rapidité, d'outillage manquant. Oui, c'est vrai, résolvons-le tout de suite. Autrement dit, l'élastique se tendait, clac, il coupait. Et il coupait presque tout le temps. Ce qui fait que l'usine, je dirais, était un petit peu émasculée dans son expression. Et ma crainte, et nous en avons longuement parlé, était que derrière cette façade parfaitement lisse, rabotée, rodée, il pouvait naître des revendications qui, elles, ne s'expriment pas et qui, tout d'un coup, lui exploseraient à la figure. Et il importait, au contraire, de faire en sorte que, de laisser naître quelques tensions pour qu'à cette occasion, les gens s'expriment et qu'on sache que peut-être il y avait autre chose derrière eux qu'ils ne savaient pas exprimer. Et je crois que le temps où il suffisait d'être nommé à un poste pour avoir l'autorité nécessaire, je crois que ce temps c'est fini. Le temps où il suffisait d'avoir son nom sur une note de service en disant « Monsieur Untel est le chef de service ou le patron de l'entreprise » et pour voir son autorité immédiatement reconnue, profondément acceptée dans l'entreprise, je crois que cette période est terminée. Je crois qu'il faut ça naturellement, mais il faut plus. Il faut aujourd'hui que les personnes de l'entreprise reconnaissent leur chef. Et je ne parle pas seulement du chef d'entreprise. Il faut qu'ils reconnaissent leur chef à tous les niveaux. Il faut que leur chef soit reconnu parce qu'ils ont les qualités, manifestement, ils ont le leadership, comme on dit en bon français, pour pouvoir réellement assumer leurs fonctions. Et c'est seulement s'ils ont ces qualités, qui sont profondément des qualités humaines,
plus que des qualités techniques, mais aussi des qualités techniques, c'est profondément s'ils ont ces capacités qu'ils pourront effectivement exercer leur métier. Autrement, ils ne l'exerceront pas. Ils commanderont, ils donneront des ordres, ils feront leur travail, mais leurs directives ne seront pas profondément partagées par des collaborateurs qui ne les reconnaîtront pas intuitivement, explicitement ou pas, qu'ils ne reconnaîtront pas véritablement comme leur leader, comme leur chef. Je crois que tout groupe doit avoir un leader reconnu. Et il me semble que même les personnes qui parlent d'autogestion actuellement sont amenées à reconnaître l'existence, si vous voulez, d'un certain leadership des personnes. Et je ne vois pas comment on puisse concilier le pragmatisme et l'efficacité de l'entreprise et l'absence d'un leader dans un groupe. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de régimes différents du gouvernement de l'entreprise. On a parlé d'autogestion dans certains pays, on en a parlé en Yougoslavie, je connais mal les résultats de cette expérience, je ne suis pas certain qu'ils soient concluants. Et je ne voudrais pas que nous soyons amenés un jour à faire à quelqu'un qui nous interrogerait sur le fonctionnement de l'autogestion, cette réponse qui m'a été faite dans un pays socialiste où une expérience d'autogestion avait été tentée, comme nous interrogions un cadre de ce pays, un cadre très, très loyal, mais aussi très lucide, je dois dire, sur la réussite de l'expérience, il nous a répondu, bah, si vous voulez les cadres de l'autogestion, je les tiens à votre disposition, ils sont actuellement en prison, on peut les en sortir, pour venir servir votre pays si vous le souhaitez. Je crois qu'il faut se garder de toute idéologie, parce que si on approche le problème de la démocratie dans l'entreprise, comme on approcherait en transposant les problèmes de la démocratie politique, on fausse complètement le problème. C'est en ce sens que je ne crois pas du tout que l'autogestion soit possible, parce que je ne vois pas comment les hommes peuvent s'autogérer, il suffit d'avoir vécu un peu pour se rendre compte que dès que des hommes sont ensemble, ils ont besoin de trouver un chef. Si l'autogestion consiste à avoir une organisation la plus décentralisée possible, où les décisions sont prises au niveau le plus bas possible, c'est-à-dire dans une très très grande autonomie, et en respectant précisément l'entité et l'unité de chaque homme, où chaque créateur puisse s'exprimer, ce genre d'autogestion, je dois dire que j'en suis parfaitement partisan, à partir du moment aussi, bien sûr, où les critères de jugement et d'efficacité restent des critères objectifs, c'est-à-dire des critères économiques. Si une organisation de type un peu plus autogestionnaire arrivait en France, ça jouerait le rôle qu'a joué l'idéologie de consommation entre 1950 et 1968, en fait, qui était un formidable système d'intégration sociale et d'équilibre social, car ça a provoqué une certaine intégration sociale, qui ensuite s'est déchirée dans le 68,
Et manifestement, le système cherche autre chose maintenant. L'autogestion est probablement une des réponses possibles. Citez-moi le nom du président de la General Motors, de la General Electric, de l'American Telegraph and Telephone. Citez-moi le nom des grandes entreprises allemandes. Donnez-moi le nom des patrons de Volkswagen. Le capital est devenu anonyme. Et c'est dépersonnalisé. Je crois que cet anonymat est une force.